Merci d'être avec nous. Les violences après le match et la victoire du PSG, la controverse sur le sujet, la question des peines planchées, mais aussi l'affaire très grave du crime raciste dans le Var. Nous sommes avec Marion Maréchal toujours. Merci beaucoup à vous. Rappelons les chiffres de ce qui s'est passé pendant 2 nuits consécutives. Première nuit, deuxième nuit, 2 morts, 563 interpellations, 491 à Paris, 307 gardes à vue, 79 interpellations dans la seconde nuit. Et tout à l'heure sur TF1, Gérald Darmanin plaidait pour ces peines minimales, ces peines courtes, pour qu'il n'y ait pas que des sursis. Écoutez-le. Il faut adapter le code pénal à la violence d'aujourd'hui. Ce code pénal n'est pas adapté à la violence que nous connaissons. Je suis élu à Tourcoing, je vis dans la vie comme tous les Français. On voit bien que cette violence est extrêmement forte, que la violence des mineurs est extrêmement forte, que la violence destruction des biens, l'autorité est attaquée, celle des professeurs, des médecins, des policiers, des gendarmes, des magistrats eux-mêmes, des agents pénitentiaires. Ce n'est plus acceptable. Et il faut accepter des choses encore plus dures que n'étaient les peines planchées, qui ne concernaient que les récidivistes. Je propose de supprimer le sursis, qu'il n'y ait plus d'avertissement, mais que tout de suite, dès la première condamnation, ce soit de la prison ferme ou une peine extrêmement ferme. Et deuxièmement, qu'on puisse faire des peines minimales à partir du moment où le juge a reconnu la culpabilité de quelqu'un. Marion Maréchal, êtes-vous d'accord ? Alors plusieurs choses. Vous savez ce qui m'a interpellée, en particulier dans ces émeutes qui sont maintenant devenues récurrentes dans notre pays, il faut bien le dire, c'est que malgré un dispositif sécuritaire hors norme, parce qu'il faut bien le dire, je pense que pour le coup l'État a mis quand même les moyens pour assurer la sécurité, ça n'a pas suffi. Plus de 5000 policiers. Ça n'a pas suffi. Ce qui d'ailleurs n'a pas toujours été le cas par le passé. On a pu parfois reprocher à l'État de ne pas toujours être au rendez-vous, et il semble que là il y a quand même une volonté. Et ce qui veut dire d'ailleurs que le sujet ne peut pas être que sécuritaire. Il est, selon moi, migratoire, on y reviendra certainement, et il est judiciaire. Moi, je ne suis pas tout à fait en accord avec le ministre de la Justice. Non pas, évidemment, que je ne considère pas qu'il y ait des choses à faire sur le plan pénal, comme par exemple l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, ou le fait de les peines planchées que je défends depuis longtemps et qui ont même été proposées par la coalition RN et refusées d'ailleurs par le gouvernement en octobre seulement, je le rappelle. Mais je crois qu'il y a un refus de voir les choses en face. C'est-à-dire que quand Monsieur le ministre explique que la loi pénale, en réalité, a été appliquée, ce n'est pas vrai. Vous savez que lorsqu'il y a violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique, la peine encourue maximale possible est de 5 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Si des mortiers d'artifice, qui a été le cas en l'espèce, ont été utilisés, c'est un facteur aggravant, c'est 7 ans de prison possible et 100 000 € d'amende. Mais ça, ce sont les juges. On ne peut pas forcer les juges à ce que je veux vous dire, c'est que cette facilité du gouvernement, ou on va dire des politiques en général, à la première affaire, d'expliquer qu'il faut durcir la loi pour répondre au problème n'est pas tout à fait vrai. Parce que la loi française, à bien des égards, elle offre la possibilité de peines très dures. Le sujet, il est d'abord et avant tout l'application qu'en font les juges. Mais là, il propose quelque chose, tout de même. Vous vous dites vous-même, vous étiez pour, il n'y a pas de raison. Vous pourriez dire j'applaudis. Très bien, si vous voulez, moi je suis toujours un peu dubitatif sur ce que propose Gérald Darmanin. Moi, j'ai pas oublié, vous vous souvenez, dans ce match, en l'occurrence de la Coupe d'Europe, où il expliquait qu'à l'époque, suite aux émeutes et aux pillages relativement similaires à ce qui s'est passé ce dimanche et ce samedi, c'était les supporters anglais. C'était Matteo et Kevin qui étaient responsables. Donc voilà, je suis heureuse que d'un coup, il découvre qu'il faille en effet adapter la loi. Mais là, il est d'accord avec vous. Vous pourriez dire bravo Gérald Darmanin. Écoutez, bravo Gérald Darmanin si ça vous fait plaisir. Ça ne fait pas plaisir à moi. Vous avez l'air d'accord là-dessus en tout cas. Gérald Darmanin allait au bout. Voilà. Et le bout quand même du diagnostic, c'est de poser un sujet central qui est quand même celui de voir aujourd'hui les prémices d'une guerre civile dans lesquelles on voit aujourd'hui une partie de la population et un noyau inassimilé lié à la perte de contrôle total de la politique migratoire dont, il est co-responsable en tant que ministre de l'Intérieur. Et le sujet des juges, très important, le sujet de la formation et le recrutement des juges et le syndicalisme des juges, très à gauche aujourd'hui, qui doit être posé parce que c'est le sujet aujourd'hui quand central. Bien même vous soyez président de la République, et surtout si vous êtes président de la République, vous n'avez pas donné des ordres aux juges. Pas leur dire toi tu vas faire des peines de prison de 30 mois. Bien sûr. En revanche, il y a une manière, me semble-t-il, d'imposer déjà bien davantage l'impartialité politique, qui est quand même pas si bien appliquée que ça, disons-le, aujourd'hui dans la magistrature française, quand on sait qu'il y a un tiers des votants aux élections professionnelles de magistrats qui votent pour le syndicat d'extrême gauche, qui est celui du syndicat de la magistrature. On peut se poser la question de la formation, qui est une formation très hors sol aujourd'hui des magistrats. On peut se poser la question de l'âge minimum de ces magistrats. Moi, je plaide pour qu'il n'y ait pas de magistrat qui puisse être recruté en dessous de 40 ans, qui fait une expérience de vie nécessaire. Et on peut aussi ils ne seront pas forcément plus à droite ou plus à gauche. On a reçu ici certains juges qui avaient un certain âge, qui étaient très à gauche. Bien sûr, mais je crois qu'il y a néanmoins aussi la possibilité d'ouvrir, par exemple, le recrutement par le tour extérieur, qui
aujourd'hui n'est pas la voie royale. Quand vous avez été par exemple avocat de la défense pendant 20 ans, quand vous avez été commissaire de police et que vous devenez par la suite magistrat, je crois quand même que ça ouvre des perspectives sur l'approche de la vie et de la délinquance qui n'est pas tout à fait la même. Marion Maréchal, les racines plus profondes, culturelles en quelque sorte de ce qui se passe. Vous avez tweeté sur le sujet avec une photo très connue, c'est celle de Jeanne d'Arc, je crois que c'est devant l'hôtel des Pyramides. Elle est aussi connue parce que c'est là que le Rassemblement national faisait son rassemblement traditionnel. Jean-Marie Le Pen, on se rappelle la scène où il dit au secours Jeanne, et il est sous cette magnifique statue en effet de équestre de Jeanne d'Arc. Voilà. Et vous dites, à quelques jours de l'anniversaire de sa mort au bûcher, Jeanne d'Arc a-t-elle mérité ça? C'est quand l'anniversaire? Moi je ne l'ai pas en tête, vous aviez le bon anniversaire, moi je ne l'ai pas. Sans doute ne savent-ils même pas qui est la sainte dont ils profanent ici la statue? Personne ne peut encore prétendre qu'en continuant, nous irons vers des lendemains radieux de paix et de cohésion nationale. Le changement de trajectoire est impératif et urgent. Quoi qu'on pense de votre tweet, de Jeanne d'Arc, est-ce qu'effectivement c'est pas la réalité sociologique, culturelle de la France d'aujourd'hui? Jeanne d'Arc, pour beaucoup de jeunes Français, et pas seulement des Français issus de l'immigration, comme on dit, ça n'a plus le même sens. Ce qui est certain, c'est que j'ai voulu reprendre cette photo parce que je la trouvais dramatiquement symbolique. Voilà, on a ces jeunes, pour ceux qui n'ont pas vu la photo, donc ces jeunes manifestement d'origine extra-européenne et qui se montent sur cette statue de manière totalement irrespectueuse, qui s'assoient quasiment sur la tête de Jeanne d'Arc et qui en rient. Et ça pose un vrai sujet, c'est-à-dire que je pense en effet, vous avez raison, que ces Français, parce que j'imagine que la plupart ont la nationalité française, ne savent pas qui est cette grande héroïne de l'histoire de France. Mais Marion Maréchal, vous dites d'origine extra-européenne, mais vous savez très bien que même pour des Français d'origine 100% européenne, en remontant même à 20 générations... Vous avez peut-être pas totalement tort sur le... Voilà, la culture a changé. On posera le rôle, évidemment, de l'éducation nationale, notamment dans ces carences, mais au-delà de ça... Mais comment vous remontez ce fil-là? C'est ça la question. C'est-à-dire, vous allez quoi? Vous allez renseigner le grec et le latin à des générations? Il ne s'agit pas seulement d'une amnésie. Il s'agit, en l'occurrence, aussi d'une hostilité. Et c'est ça le sujet principal. C'est que, à travers ces pillages, ces violences, ces agressions, le fait de s'en prendre tout particulièrement et volontairement aux dépositaires de l'autorité publique à travers l'uniforme qu'incarne et représente bien sûr l'État, c'est quand même aussi profondément une volonté de manifester une détestation de la France et de tout ce qu'elle incarne. Je rappelle qu'il n'y a pas eu que ça. On parle de violences sexuelles à l'égard de jeunes femmes, on parle de nombreuses insultes de type sale français, sale blanc qui ont aussi émané de toutes ces violences. Donc ça dit quand même quelque chose. Quand je dis prémisse de guerre civile, croyez-moi, c'est des mots que je pèse. Je pense qu'il y a aujourd'hui, en effet, à travers ces manifestations, la démonstration de la faillite totale d'un modèle, celui du fameux vivre ensemble, qui doit nous interroger aujourd'hui sur les choix qui ont été faits. Ça veut dire qu'on a fait rentrer l'immigration massive, on a voulu acheter la paix sociale, j'en finis par là, depuis les années 2000 en dépensant entre 150 milliards et 200 milliards dans la politique de la ville, et on voit bien que ça ne marche pas. C'est pour ça que je reviens à l'origine et je dis qu'il n'y aura pas de réponse durable et structurelle si on n'interroge pas aujourd'hui le sujet de la politique migratoire. Mais cependant, est-ce qu'on découvre l'eau chaude? Par exemple, les jeunes issus, comme vous dites, d'origine extra-européenne, qui disent, par exemple, Gaza, qui scandaient Gaza. Beaucoup de ces jeunes, leurs parents, c'est d'ailleurs le patronat français des années 60, 70, etc., qui l'avait fait venir. Ensuite, il y a eu d'autres vagues d'immigration. Et qu'on soit pour ou contre, ils sont là. Vous n'allez pas les dénaturaliser, j'imagine bien. Donc ces gens, c'est vrai... Finis juste la question. Pour beaucoup de ces familles, c'est vrai. Pour eux, leur histoire les rattache peut-être davantage, parce qu'ils sont musulmans, à ce qui se passe à Gaza que à la défense des chrétiens d'Orient. C'est comme ça. Eh bien, c'est pas comme ça, parce qu'à un moment donné, moi, je ne me satisfais pas de la situation, puisque, je veux dire, moi, je ne vois pas mes filles vivre demain dans une France qui ressemblerait à celle-là, de manière encore plus grave, parce que si rien n'est fait, la trajectoire va évidemment s'empirer. Donc, vous dites, ils ont toute la nationalité française. Déjà, probablement pas tous, d'une part. Donc, il y a en effet le sujet de savoir quels sont ceux qui pourraient rester sur le territoire, et évidemment, les délinquants, en premier lieu, n'ont rien à y faire. Je pense qu'on pourrait aussi penser, évidemment, aux chômeurs de longue durée, aux ceux qui sont fichés, on en a beaucoup parlé. Maintenant, évidemment, et là, plusieurs pays évoluent, je le souligne, y compris des pays socialistes ou sociodémocrates comme le Danemark qui ont signé avec l'Italie et d'autres. Qui ont pris conscience, évidemment, du sujet. Se pose évidemment la question de la réponse pénale. On y revient, bien sûr, puisqu'on est face à des personnes qui, je notais, pour beaucoup, ont déjà été condamnées ou identifiées, évidemment, par la justice et qui n'ont jamais véritablement été confrontées à une réelle autorité ferme de la loi. Marion Maréchal, aujourd'hui, quand on voit, vous décrivez en des termes très critiques, et vous n'êtes pas la seule, encore une fois, maintenant, des gouvernements socialistes, même sociodémocrates, comme le Danemark, ont un discours pas si éloigné du vôtre. Regardons ce qui se passe en matière de crimes racistes aujourd'hui en France. C'est ce qui s'est passé dans le Var. L'histoire de ce Tunisien de 45 ans, abattu froidement chez lui samedi. Son voisin a tenu des propos racistes. Il a revendiqué les faits. Alors, l'enquête est en cours. Écoutez, Bruno Retailleau, qui insiste sur l'aspect très évidemment raciste et anti-musulman du crime.
le racisme, ce n'est pas la France. Le racisme, c'est un poison. C'est un poison qui tue. Et précisément, c'est un crime barbare, bien sûr. Et précisément, la France, c'est la République. Et la République ne fait aucune différence entre la couleur de la peau, les origines ou bien les croyances. Est-ce que vous partagez d'abord ce sentiment de Bruno Retailleau ? C'est évidemment un crime abject qui doit amener la plus grande fermeté. Vous savez, avec des gens comme nous aux affaires, ce type de criminel subirait la perpétuité réelle. C'est ce que nous appelons de nos voeux. Il mourrait en prison, perpétuité réelle que ne défend pas la gauche, pour le coup. Donc là-dessus, il n'y a aucune espèce d'ambiguïté. Maintenant, pour le dire, pardon, pour être encore plus explicite, même contre des crimes racistes, vous estimez que vous seriez plus efficace que ne l'est la gauche ? Ah bah évidemment. À partir du moment où nous défendons la perpétuité réelle, et en l'occurrence quand on commet un meurtre et même une tentative de double meurtre, c'est typiquement le genre de profil qui devrait évidemment ne jamais sortir. Avec la gauche et sa vision, on va dire, judiciaire, quand bien même elle s'indigne de ce crime, de fortes chances que cet homme évidemment puisse sortir de prison d'ici quelques années. Donc maintenant, moi ce que j'ai envie de dire, c'est ce qui me dérange, si vous voulez, derrière ce drame, c'est l'utilisation politicienne qui en est faite par la gauche. Je pense notamment évidemment aux propos d'Olivier Faure, qui essaye finalement d'utiliser ce meurtre pour expliquer que les Français sont racistes et sous-entendre d'une certaine manière que tous les Français qui seraient critiques de la politique migratoire seraient finalement des tueurs en puissance. Et à travers cela, évidemment, viser la pseudo-responsabilité de la droite. Et avec, d'ailleurs, je tiens à le dire, quelque chose qui m'a beaucoup dérangé, une expression qui est le racisme d'atmosphère, qui n'est pas neutre. Pourquoi ça vous dérange ? Ça me dérange parce qu'il reprend très précisément un parallèle d'une expression forgée par Gilles Kepel, qui est celui du djihadisme d'atmosphère. Et donc, à certains égards, il essaye de nous expliquer qu'il y aurait une forme d'équivalence entre ce crime qui est évidemment abject, comme je vous l'ai dit, et tout à fait condamnable, et qui doit conduire à la plus grande fermeté, mais qui est un crime isolé, et la menace structurelle, globale, générale, qu'est celle du djihadisme et qui a déjà coûté la vie à pas moins de 250 Français dans notre pays et fait des milliers de blessés. Mais Marion Maréchal, donc il y a quelque chose de très pervers. Le djihadisme, ça c'est autre chose, mais est-ce que vous admettez qu'il y a dans certains milieux de droite ou d'extrême droite une conception de la société qui effectivement accrédite l'idée que la race ou la couleur de peau est une question ? Mais je crois qu'aucun homme politique de droite ou autre aujourd'hui ne s'inscrit dans cette logique. Aucun homme politique ne porte la responsabilité évidemment de ce crime abject qui a pu advenir. Et moi, je condamne fermement le deux poids, deux mesures. Parce que je vois aujourd'hui l'indignation de cette gauche qui, comme je vous le dis, tente finalement de porter une forme de culpabilité sur l'ensemble de la société française et donc de nous condamner au silence et de nous interdire finalement de poser la question du sujet migratoire parce que cela égale à du racisme et donc cela pourrait conduire, c'est ce qui est sous-entendu, à des meurtres. Mais je constate que quand il s'agit de Thomas, par exemple, à la Crépole, qui meurt devant 12 témoins à coups de sale guerre et sale blanc, il faut surtout faire silence. Quand il s'agit évidemment de Lola, qui est massacrée par une Algérienne sous OQTF, là, il ne faut surtout pas en parler, sinon c'est le procès en récupération. Et pourtant, est-ce qu'il faut admettre que pour une partie des nationalistes, oui, la couleur de peau fait partie de leur discours ? Rappelez-vous quand Zemmour disait « il suffit d'aller dans le RERB ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dans le RERB, il ne demande pas les passeports des gens. Ça veut dire que c'est l'apparence physique, c'est la couleur de peau qui, dans son esprit et dans l'esprit d'une partie des gens du RN ou de Reconquête, etc., est considérée comme un signe. Là, la méchanceté, la violence, le racisme est malheureusement une chose largement partagée par l'humanité en général. Voilà, et elle est relativement transversale et elle est condamnable d'où qu'elle vienne. Il n'y a pas d'ambiguïté. En revanche, ce qui serait mensonger, c'est d'expliquer qu'aujourd'hui, à travers ce crime, une fois de plus, sans ambiguïté, parfaitement condamnable, il y aurait une menace qui serait structurelle, comme si aujourd'hui, il y avait des hordes finalement de Français blancs qui seraient prêts à se jeter, comme laisse entendre la gauche, sur des musulmans ou des personnes immigrées. On appelait les Dupont-Lajoie dans d'autres époques. Je suis désolée de vous dire que si des crimes, bien sûr, peuvent exister, aujourd'hui, les menaces structurelles, ce qui fait donc la différence entre un fait divers, tout aussi abominable puisse-t-il être, et un fait de société, il se trouve du côté de l'islamisme, du djihadisme et de l'indélinquance finalement gratuite et ordinaire qui bien souvent traduit un vrai racisme anti-français. Marion Maréchal, je rappelais tout à l'heure ce moment, il y a eu ces dernières semaines des choses très importantes qui se passent quand on voit que plusieurs pays, dont l'Italie, vous êtes très proche de Madame Meloni par les idées, mais aussi des pays marqués au centre-gauche, disent il faut plus de souplesse pour envoyer les criminels étrangers. En quelque sorte, est-ce que vous commencez à être challengé, comme on dit en bon français ? Bruno Retailleau, il est en train de manger une partie de votre terrain.
Non, mais moi je raisonne pas en ces termes, si vous voulez. C'est politique, pas. Non, mais je veux dire, moi, vous savez, je vis en France, j'ai 2 petites filles en France, donc tout ce qui va dans le bon sens et contribue à ouvrir les yeux des uns et des autres me va. Et je l'ai dit d'ailleurs sur votre plateau, j'aime autant que ce soit Bruno Retailleau aujourd'hui à l'intérieur que je ne sais quel ministre socialiste qui continuerait évidemment à prendre les mauvaises décisions. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a un moment pénible pour le RN et pour cette sphère quand même? Marine Le Pen qui est menacée d'inéligibilité. Il y a toujours cette épée de Damoclès. La concurrence de Retailleau. La concurrence même, voilà, vous vous moquiez de lui, mais Darmanin se rapproche parfois de certaines de vos positions. Tout ça fait beaucoup de problèmes les uns après les autres. Le problème de Gérald Darmanin, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a une forme quand même d'incohérence et de duplicité. Vous me parliez de l'Italie vous à l'instant. évitez la question. Non, mais je vais vous répondre, mais j'aimerais quand même rappeler une chose, parce que Gérald Darmanin, on parlait de l'Italie à l'instant, c'est quand même l'homme qui a voulu accueillir le bateau de clandestins, l'Océan Viking à Toulon, au moment où l'Italie justement durcissait l'accès à ses frontières, en critiquant fortement le gouvernement italien. Donc moi, vous savez, j'oublie pas non plus ce qui a été fait par le passé, et les bilans ne disparaissent pas malgré tout. Et celui de Darmanin, en l'occurrence, est terrible sur le plan migratoire et sécuritaire. Maintenant, en ce qui concerne Bruno Retailleau, je veux dire, le problème de Bruno Retailleau, c'est le gouvernement dans lequel il s'inscrit. Je ne doute pas de sa bonne volonté, mais à un moment donné, il faudra qu'il se pose les bonnes questions. Et la bonne question, si tant est qu'il veuille demain continuer politiquement à une échelle peut-être plus importante, c'est celle de ses alliances. Et je ne vais pas vous surprendre en vous disant qu'il y aurait, selon moi, plus de cohérence à ce qu'il s'inscrive dans une alliance avec le camp national auquel nous appartenons, plutôt qu'avec une énième alliance avec les centristes qui le condamnent à l'immobilisme, finalement. Marion Maréchal, s'il y a un mauvais pas relatif, le RN reste extrêmement haut, mais enfin, on sent bien qu'il y a un moment où ça pourrait se gripper. Il y a quelques questions très concrètes. D'abord, est-ce que Jordan Bardella est toujours le candidat naturel? Mais Jordan Bardella n'est pas le candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui pour le camp national. Il ne vous aura pas échappé que Marine Le Pen n'a pas renoncé évidemment à se présenter. Si Marine Le Pen ne le peut pas, est-ce qu'il est après ça le candidat naturel? Donc déjà, attendons cette décision d'appel. Il n'est pas exclu que les juges puissent enfin peut-être ouvrir les yeux sur le scandale de cette première décision et laisser les Français choisir leur candidate. Maintenant, j'ai également eu l'occasion de le dire sans embâche, si demain Marine Le Pen, fort malheureusement, était empêchée, je ne le souhaite pas, eh bien Jordan Bardella s'inscrirait comme le candidat naturel. Et pour ça, pardon, est-ce que l'idée du ticket reste la bonne idée? C'est-à-dire, dans tous les cas, un ticket, c'est assez rare dans l'histoire de la Ve République, un ticket soit Bardella-Le Pen, soit Le Pen-Bardella. Non mais les institutions ne se prêtent pas tellement à l'idée d'un ticket. Maintenant, s'il s'agit de savoir si Marine Le Pen, dans tous les cas de figure, d'ailleurs candidate ou pas, sera incontournable, ça me paraît évident. Maintenant, ce qu'il faut construire, quel que soit d'ailleurs le candidat qui portera les couleurs du camp national, c'est justement cette idée de coalition la plus large possible sur le modèle de Giorgia Meloni, et donc d'aller au-delà finalement du RN avec des alliés tels que nous, les alliés du DR d'Éric Ciotti, et je l'espère peut-être demain des profils tels que Bruno Retailleau. Vous ne faites pas comme si, je ne fais pas comme si. Tout le monde, tous les journalistes de France, évidemment, ont envie de voir à quel point vous êtes prêt à mordiller ou non les chevilles de Jordan Bardella. Il y a de fait possiblement une concurrence. Est-ce que non, précisément, vous venez de le dire, c'est les journalistes qui souhaitent ça. Il arrive que la réalité s'impose à tout le monde. Non, parce que je ne crois pas avoir une seule seconde entretenu l'idée d'une telle concurrence. C'est une complémentarité, une alliance. Est-ce que le fait d'être une Le Pen compte encore pour vous? Est-ce qu'en 2025 ou en 2027, ça comptera encore? Écoutez, moi je suis très fière de mon ascendance et de mon histoire. Maintenant, ça vous aura pas échappé que j'ai construit un parcours qui est à côté du Rassemblement national, à travers mon parti Identité Liberté, un parti plus libéral sur les questions économiques, plus conservateur sur les sujets de société. Mais est-ce que ça donne une légitimité? Non, je crois que le rôle que je peux apporter dans cette coalition, c'est d'aller convaincre des Français qui ne sont pas encore convaincus, notamment issus de la droite, peut-être du centre-droit, qui aujourd'hui se retrouvent pas absolument au sein du Rassemblement national et à qui on peut apporter aussi des solutions différentes. Donc moi, c'est ce que je tente de construire, et avec nos alliés, notamment, évidemment, issus des conservateurs européens, qui ont le vent en poupe. Puisque vous n'aurez pas échappé que le président polonais récemment élu. Ah oui, là, votre camp en Europe, ça vous réjouissez de ça? Je m'en réjouis très très fortement. Et je me réjouis même d'ailleurs à certains égards qu'aujourd'hui Emmanuel Macron ait enfin compris qu'il était incontournable d'aller voir Giorgia Meloni en Italie. Je ne sais pas si on a reçu les images. Ils ne s'aiment pas. Je crois que c'est de notoriété à peu près publique. Je crois que c'est tout à fait réciproque. C'est aussi de notoriété publique. Alors, et d'abord, est-ce que c'est une bonne chose pour l'Europe s'ils s'entendent un peu mieux? Alors moi, je plaide depuis longtemps pour un rééquilibrage, vous savez, des rapports européens. Je crois qu'il faut faire le deuil aujourd'hui d'un moteur ou d'un couple, comme on dit franco-allemand, qui a montré toutes ses limites, ses dysfonctionnements ces dernières années. Je crois beaucoup plus d'ailleurs en un moteur franco-italien. Je crois que nous avons beaucoup plus à faire en termes d'intérêts communs sur les questions économiques, agricoles, automobiles, avec l'Italie qu'avec l'Allemagne. Donc je suis heureuse qu'on va dire que leur inimitié personnelle puisse être potentiellement non, à mon avis, il en reste quelque chose. Mais enfin, et qu'il admette que Meloni est incontournable, y compris d'ailleurs dans le cadre des rapports avec les États-Unis et sur le dossier ukrainien où il a essayé de l'isoler
sans véritablement succès, il faut bien le dire. Qui est la Mélanie française ? Ce serait un peu prétentieux, en tout cas, de pouvoir dire que je suis la Mélanie française. Tout ce que je peux vous dire, ça n'est pas Marine Le Pen. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, en tout cas, c'est nous et ses alliés en France. Voilà. Pour le reste. Marion Maréchal. 9 juin, ce sera l'anniversaire de la dissolution. La question se poserait ou se posera, est-ce que oui ou non, après l'année que nous vivons, est-ce qu'une dissolution, logiquement, est souhaitable ? Elle serait souhaitable si on veut sortir de l'immobilisme. Voilà. Est-ce qu'elle adviendra ? J'en suis malheureusement peu convaincue parce que j'ai l'impression que ni le gouvernement ni la plupart des partis autres que le camp national n'y voient un intérêt. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans une situation de blocage et même le passage du budget va être extrêmement complexe. Donc oui, je pense qu'il faut une dissolution. Marion Maréchal, merci beaucoup.